On m'a souvent dit que j'étais trop sensible, trop émotive, trop réfléchie, trop tout. Ce petit mot de 4 lettres sonnait comme un reproche. Il avait le pouvoir de dire mes excès et le débordement mal maîtrisé. Oui, longtemps, j'ai vécu ce trop comme une faiblesse. Mais s'intéresser au mot trop, n'est-ce pas se poser la question de la norme, de la limite, comme si chaque trop venait nous rappeler qu'il y a quelque part une frontière invisible, tacite, à ne pas franchir. Mais cette frontière, qui l'a dessinée? Qui a décidé du quota d'émotions autorisées? Qui décide où s'arrête le normal et où commence le trop? Les autres et moi-même. Car il y a cette petite voix dans ma tête, cette voix qui murmure, qui doute, qui analyse sans cesse. Et vous l'aurez sûrement remarqué, je me pose des questions. Tout le temps. Trop peut-être. Elles s'enchaînent, fusent, s'entremêlent, se bousculent. C'est aussi ça, être hypersensible. C'est avoir un cerveau qui ne connaît pas le bouton pause. Telle une éponge, j'absorbe, je ressens, je prends les émotions des autres. Je deviens le réceptacle de leur joie, de leur tristesse. Et d'une certaine manière, leur trop s'ajoute au mien. On me le reproche, tu en fais trop, pense un peu à toi, c'est assez. Trop, pas assez, mais qu'attendons de moi? Que je rentre dans un moule où l'on le ressent comme il faut, ni trop fort, ni trop vite, ni trop souvent. Un moule où l'on apprend à se taire quand ça déborde, à sourire quand ça brûle, à faire semblant que tout va bien même quand tout hurle à l'intérieur. On me demande d'être normale. Il faudrait que je me corrige, que j'arrondisse mes angles, que j'éteigne un peu la lumière, juste assez, pour ne pas déranger. Sauf que ce moule-là, il n'est pas fait pour moi et surtout, il n'est pas fait par moi. Mon trop, c'est précisément ce qui me construit, ce qui me traverse, ce qui me distingue. Une altérité que j'ai souvent essayé de lisser pour ne pas déranger. Mais j'ai grandi, mais j'ai compris. Si je casse ce moule, ce n'est pas par provocation, c'est parce qu'il m'étouffe, parce qu'il m'empêche de voir qui je suis vraiment. Parce qu'à force de vouloir être moins, j'oublie tout ce que mon trop m'apporte. Oui, être trop, ça a une valeur immense. C'est ressentir le monde en haute définition. C'est comprendre les gens quand ils ne disent rien. C'est capter les nuances, les failles, les forces cachées. Être trop, c'est repérer du beau dans le chaos, du positif dans l'ordinaire. C'est lire entre les lignes, sentir avant de savoir, percevoir avant même que ça existe. Alors oui, je suis trop, mais mon trop me permet d'aimer plus fort, de comprendre plus profondément, de vivre plus intensément. À la sourdine, je préfère la fanfare, à l'ombre la lumière, et au carcan, l'élan. Et je chéris 1000 fois ce trop, force vitale qui me tient loin du pas assez. Levez la tête. C'est drôle comme c'est un geste banal. On le fait sans y penser. Un peu comme respirer ou dire ça va. Quand ça ne va pas du tout.
Quand la vie nous met à genoux, lever la tête, ça devient l'effort le plus dur du monde. Parce qu'à genoux, on regarde le sol, on regarde ses échecs, ses retards, ses absences, ses erreurs. Moi aussi, j'ai connu le sol. Le sol de salle de classe désertée. Le sol des matins où se lever semblait inutile. Ou encore le sol de la fatigue mentale. Cette lassitude qui te murmure, à quoi bon le faire? Et quand on est là, au plus bas, on ne parle pas d'ambition, on ne parle pas de réussite, on ne parle même pas de bonheur. On parle juste de survivre à la journée, sans craquer, sans disparaître, sans répondre oui à la petite voix toxique dans la tête. La vie m'a mise à genoux. Pas une fois, plusieurs fois. Je suis tombé, je me suis relevé, je me suis perdu, je me suis retrouvé. Et pendant longtemps, j'ai cru que tomber, c'était échouer. Mais j'ai compris quelque chose. Tomber, c'est humain. Rester à terre, c'est un choix. Et se relever, c'est un combat. Un combat silencieux, sans applaudissements, sans médailles, sans story Instagram. Et dans ce combat, j'ai repensé à mes parents. Des gens qui n'ont pas eu la vie facile. Pas de raccourcis, pas de boutons à annuler. Les pieds ancrés dans le sol, mais toujours la tête haute. Alors mes yeux ont quitté la terre. Je ne cherchais pas de nuages en forme de licorne. Je cherchais une raison. Mes étoiles à moi, ça n'a pas été la chance. Ça a été le travail, l'apprentissage, les erreurs, les échecs, les je recommence quand j'en avais franchement marre de recommencer. Parce qu'au fond, les étoiles ne sont pas là pour faire joli. Elles sont là pour nous rappeler quelque chose d'essentiel. Même dans le noir, il y a toujours un point de lumière. Alors je dis pas que tout va bien, je dis pas que j'ai tout compris. Mais désormais je vise le haut et désormais je veux que ça brille. Je vise l'attitude, j'atteins les cimes, je tourne dos à mes abîmes. Je suis celui qui suit un droit après être tombé si bas. J'ai appris dans l'altérité à transformer mes vérités. Je grimpe mes collines, je répare mes ruines. Et quand j'ai un genou à terre, c'est que je suis prêt à repartir, c'est que je suis prêt à faire la guerre. Moi aussi, je veux décrocher la lune. Et si la lune, ce n'est pas possible, je me raccrocherai à mon étoile. Debout, debout et invincible. Mandela. Obama, Rihanna, Messi, Sarkozy, DiCaprio, Monroe, Cicéron ou encore Napoléon. Ces noms résonnent dans nos mémoires. Certains nous inspirent, d'autres nous fascinent. D'autres encore font débat. Mais tous ont marqué l'histoire. Chacun à leur manière, de façon contestable ou admirable. Qu'ils chantent, qu'ils créent, qu'ils dirigent, tous ont un point commun. Vous me direz sans doute qu'ils sont célèbres, qu'ils sont importants, qu'ils sont influents. Oui, mais au-delà de la notoriété, un vocable de 3 lettres les définit et les unit. L'ego. En psychanalyse, Freud définit l'ego comme le sentiment conscient d'être je, d'avoir une identité propre. Dans le langage courant, l'ego, c'est l'image que l'on a de soi-même. Souvent critiqué, il est associé à de l'orgueil ou à une estime exagérée de soi. Mais l'ego, c'est avant tout un moteur. C'est avant tout ce qui peut permettre de se dépasser, de se motiver, de s'affirmer. Et n'est-ce pas là l'essence même de l'ego ? Vouloir renvoyer une image positive de nous. Vouloir prouver que nous méritons notre place. Vouloir prouver que nous méritons de l'attention.
Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas d'ego, et je vous montrerai un perdant. Ce sont là les propos d'un homme qui, assurément, n'en manque pas. Donald Trump. Mandela, l'homme qui a transformé 27 années de prison en 27 années de leçons, disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Churchill, lui, l'homme au discours incisif, lui, le symbole de la résistance anglaise, affirmait « Le succès, c'est aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. » Mandela et Churchill valorisent tous deux l'échec. Et plus que tout, ils en font une force. Mais pour que cela devienne une force, ne faut-il pas une touche d'ego ? Pas cet ego malsain, non. Cet ego synonyme de résilience qui nous permet de ne pas se laisser écraser par les obstacles, de toujours se relever, de continuer à avancer. Parfois, l'ego parle tout seul. Et sans le vouloir, il nous pousse à nous dépasser, à franchir des limites que nous seuls nous étions imposées. Sauter plus haut, marcher plus loin, parler devant 200 personnes. Et puis, si lui a réussi, pourquoi n'en serais-je pas capable ? Si Guillaume vient de parler devant vous, alors je peux le faire. Et surtout, je dois le faire. Et pourquoi je ne pourrais pas gagner ce soir ? Et pourquoi je ne pourrais pas devenir important ? Et voyons plus grand, pourquoi je ne pourrais pas changer le monde ? S'ils en sont capables, s'ils en ont été capables, alors je le suis. Alors tu l'es ? Alors nous le sommes. Comme le disait un certain Will Smith, ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Oui, ils dérangeront. Certains diront que c'est de l'ego. Mais ce qui les dérange vraiment, ce n'est pas votre ego. C'est cette altérité. Car vous aurez sans doute plus de motivation, plus de détermination, plus d'ambition. Alors un jour, oui, peut-être un jour, à cette liste, Mandela, Obama, Rihanna, Messi, Sarkozy, DiCaprio, Monroe, Cicéron ou encore Napoléon, vous ajouterez votre nom. Une mère partie trop tôt, un avenir qui semble clos, un enfant à charge et un porte-monnaie qui se vide. En elle pourtant brûle une idée têtue, obstinée, une idée qui refuse de mourir. C'est un jour banal que dans le train l'histoire surgit. Alors elle écrit, elle s'évade, les nuits blanches s'enchaînent, les cafés refroidissent et le manuscrit grandit. Page après page, espoir après espoir, le premier tome prend vie. Alors elle frappe aux portes des maisons d'édition. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois, 12 fois, 12 refus, 12 façons de lui dire non. Mais elle avance, convaincue que son histoire mérite un oui. Et 7 ans après la première phrase écrite dans ce train, le voici, ce oui. Le livre sort, les ventes explosent, le monde s'en empare et un univers entier déferle sur la planète. J.K. Rowling a enfanté ce manuscrit 12 fois refusé. Harry Potter est né. En réalité, combien auraient persisté ? Parce qu'au fond, on a tous des rêves, des objectifs, des envies un peu folles rangées quelque part dans un coin de notre tête. Et pourtant, c'est toujours nous qui nous retenons de faire, nous qui nous retenons d'essayer, nous qui nous mettons nos propres limites. On accuse le destin, on blâme la malchance, on pointe le manque de temps et l'on oublie que les limites que nous nous construisons sont parfois plus enfermantes que les murs du réel. Notre cerveau aime
imaginer des obstacles, inventer des barrières, créer des peurs avant même qu'on ne commence à s'aventurer. Et le plus incroyable est qu'il réussit bien à nous décourager et à nous faire abandonner avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir commencé. Oui, les peurs peuvent être multiples. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ne pas avoir les capacités, peur du jugement. Mais je ne crois pas que la plus grande peur soit l'échec. La plus grande peur, c'est d'échouer sous le regard des autres. C'est d'oser et d'être vu. Car derrière ce regard se cache une réalité. L'altérité. L'altérité, c'est la présence de l'autre, sa différence, son opinion, son jugement possible. Et entreprendre, c'est accepter cette altérité. Accepter de ne plus être invisible. Accepter de ne plus être comme tout le monde. Notre esprit évalue sans cesse le coût de ce que nous entreprenons, là où il devrait envisager le gain. Il calcule le temps, l'énergie, les efforts, les risques. Il anticipe la chute avant même la montée. Il prévient l'échec avant même de tenter. C'est pourtant bien l'objectif qui devrait agir comme un point de repère, une direction, ce rappel constant de pourquoi on avance, ce sommet qui donne du sens à l'effort, qui justifie la fatigue, qui transforme la difficulté en motivation. Alors oui, plus un objectif est ambitieux, plus le chemin sera exigeant. Mais imaginez la sensation d'y arriver. Imaginez les émotions une fois là-haut. Imaginez ce moment précis où tous vos efforts prennent sens. Ce n'est pas seulement un poste, pas seulement un diplôme. C'est la preuve que vous avez tenu. La preuve que vous êtes allé au bout. La preuve que vous avez refusé de croire en vos propres limites. Et c'est peut-être ça, la clé. Les grands hommes ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que l'impossible n'existe que dans la tête de ceux qui renoncent avant même d'avoir entrepris. Les autres avancent, trébuchent, recommencent, jusqu'à ce que le chemin se dessine. Alors oui, l'échec est une possibilité, mais la tentative est une obligation. Si J.K. Rowling n'avait pas pris ce jour-là sa plume pour réécrire le manuscrit de sa vie, rien n'aurait changé. Harry Potter ne serait jamais né. Alors peut-être est-ce le moment pour vous et moi de prendre ce stylo, de tourner la page, d'écrire un nouveau chapitre et de réinventer une histoire. La nature est bien faite, paraît-il. Elle nous donne des jambes pour avancer, des yeux pour voir, un nez pour sentir. Mais elle nous a aussi donné un défaut de fabrication terrible, une mémoire qui fuit. Nous sommes des vases fissurés. Nous passons notre vie à tenter de retenir l'eau, à serrer le sable entre nos poings, mais inévitablement, entre nos doigts, ça coule. Force est de constater que nous ne sommes pas programmés pour tout garder. Mais nous refusons cette nature. Je ne t'oublierai jamais. Une promesse qu'on murmure au début, puis qu'on hurle à la fin. J'ai perdu des gens qui m'étaient chers, et vous aussi. On s'est tous promis de ne pas les oublier, et pourtant, on dit bien qu'on aimait ces personnes. Et l'imparfait dit déjà qu'elles font partie du passé. Et on avance, c'est normal, c'est ce que l'on nous a appris. Mais à quel prix ? Moi, j'en ai perdu du monde. Et tellement que le seul moyen de ne pas y penser, c'est de les oublier, jusque même leur voix. Le vent les emportera, tout disparaîtra. Mais faut-il oublier ? Et surtout, le peut-on ? Aujourd'hui, je vous parle sans même connaître la réponse, car du temps, j'en ai eu, mais pas assez pour méditer. Alors, j'ai cherché encore et encore une réponse parmi ceux qui ont vécu. J'ai observé le mendiant au coin de la rue. Il a soutenu qu'il buvait pour oublier, et le froid, et la pluie, et la main qui ne se tend plus. Il m'a regardé les yeux vides, comme un message qu'il voulait me faire passer.
J'ai interrogé le soldat. Lui passe du temps avec sa famille pour oublier les horreurs qu'il a vécues. Mais il refuse d'avancer. En effet, toutes les semaines, il rend visite à ses frères tombés dans la bataille. Alors, le héros continue de vivre dans le passé pour les faire vivre un peu plus, car oublier, ce serait admettre qu'ils ont perdu ce jour-là. L'un a tout oublié et ne sait plus qui il était. Et l'autre a tout gardé et ne sait plus qui il doit être. Alors oui, je vous l'avoue, cher public, j'ai oublié la voix de ma grand-mère, les expressions de mon grand-père, jusque même l'odeur de sa maison. Et pourtant, je me l'étais promis. Vous leur aviez promis. À ces gens qui sont partis de leur accorder chaque jour de votre vie un petit instant d'infini. Tous les ans, mon père allume une flamme pour le sien, le jour de son anniversaire, pour le sauver de l'oubli. Mais alors, devons-nous vivre pour préserver la mémoire de nos défunts? Sauver l'étincelle qui s'est déjà éteinte? Vivre dans la peur de les voir disparaître encore? Alors hier, j'écrivais pour eux, ceux qui nous ont laissés. Mais aujourd'hui, je parle pour nous, nous qui sommes restés avec le fardeau de ne pas les oublier. Mais faut-il oublier? Et surtout, le peut-on? À cette question, je répondrai, nous sommes des vases fissurés. Et laissons donc le vase fuir pour ne pas déborder. Car si les souvenirs s'égrènent comme du sable léger, c'est pour vivre, hic et nunc, et pour avancer. Leurs voix se sont tues, c'est vrai, mais je marche sous leur ciel. Il paraît que l'être humain est un animal social. C'est vrai. On cherche l'approbation. On aime être entouré. On se rassure entre nous en se disant que si tout le monde pense la même chose, c'est que ça doit être vrai. Mais une question persiste. Quand les gens s'accordent à dire une même erreur, faut-il vraiment les suivre? Ou vaut-il mieux rester seul, debout, avec une vérité que personne ne veut entendre? Cette question, elle n'est pas théorique. Elle nous traverse au quotidien, à l'école, dans notre famille, dans notre entreprise, dans nos choix de vie. Et dans nos doutes, à 3 heures du matin, quand on sent qu'on a peut-être raison, mais qu'avoir raison tout seul, c'est terrifiant. Cette question, car ce que la majorité pense n'est souvent pas la vérité. C'est ce que les philosophes appellent la doxa. L'opinion commune, c'est elle qui rassure parce qu'elle est majoritaire. Mais la vérité, elle, n'a jamais eu besoin d'être populaire pour exister. Avoir tort avec tout le monde, c'est confortable. C'est suivre la doxa sans se poser de questions. Quand ceux qui nous entourent pensent la même chose, on se dit que ça doit être vrai. Et si ce n'est pas vrai, au moins, on ne sera pas seul. Dans une réunion ou même dans une simple décision de groupe, combien d'entre nous osent aller contre la majorité? La doxa, c'est cette petite voix qui murmure. Ne réfléchis pas trop. Les autres l'ont déjà fait pour toi. Oh, putain. Lorsque Jean Rostand dit « La vérité n'est pas le résultat d'un vote », il rappelle que ce n'est pas parce que la majorité pense quelque chose que cette chose est vraie. La vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui y croient, mais des faits eux-mêmes. Mais cette doxa a le pouvoir du nombre, et chanter faux à plusieurs peut presque sonner harmonieux. Avoir raison tout seul, c'est tout le contraire. C'est faire face à la doxa, affronter la foule, accepter le paradoxe, dire la vérité quand tout le monde croit au mensonge. Car c'est justement celui qui a raison tout seul qui incarne le paradoxe. Il dit l'inverse de l'opinion commune, et pourtant, c'est lui qui a raison. Et s'il existe un symbole absolu de cette vérité isolée, c'est Galilée. Lui, il avait compris que la Terre tourne autour du Soleil.
Il avait raison tout seul. Mais il a été condamné par une foule convaincue d'une erreur. On pourrait dire, la vérité n'avait qu'une voix, l'erreur en avait 1000. Ce qu'a vécu Galilée, on le vit à plus petite échelle chaque fois que l'on ose dire non, dans un silence général. Avoir raison tout seul, ça fait peur, ça isole. Mais c'est souvent ce tremblement qui fait avancer le monde. Alors, faut-il choisir entre la chaleur du groupe et la solitude ? La vérité, c'est que le choix n'est pas si simple. On ne doit pas devenir un rebelle permanent qui dit non pour exister, mais on ne peut pas non plus devenir une ombre dans le troupeau. La vraie question n'est donc pas « faut-il avoir tort avec tout le monde ou raison tout seul ?» La vraie question est « à quel moment faut-il avoir le courage de résister à la doxa ?» Résister à la doxa, c'est aussi accepter l'altérité, accepter que penser autrement nous sépare parfois des autres. Car la vérité commence avec une personne qui ose regarder au-delà du groupe, une personne qui accepte, un temps, d'être seule avec ce qu'elle pense. Alors, faut-il avoir tort avec tout le monde ou raison tout seul ? Je crois qu'il vaut mieux être seul un instant avec la vérité que nombreux pour l'éternité dans l'erreur. Galilée n'était pas seul contre le monde, il était seul avant le monde. Et c'est toujours ainsi que la vérité jaillit, isolée et contestée, avant de devenir une évidence. Cher public, cher jury, c'est bientôt la fin. Pas la fin du concours, hein, mais plutôt d'une partie de votre identité, du soi en chacun de vous. Et vous savez bien que la soi est fragile. Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes fragile. En revanche, je peux vous garantir que vous êtes toutes et tous traumatisés. Je vais vous demander une faveur. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous aussi, monsieur. Fermez les yeux. Regardez en vous et pensez, goûtez, cherchez, visualisez une situation douloureuse que vous avez vécue. Le décès d'un proche, une déception amoureuse, un manque cruel de confiance en soi ou le fait de ne pas aimer les brocolis. Cette situation vous fait souffrir et parfois vous détruit. Posez-vous la question, est-ce que je peux m'en abstraire ? Et surtout, pourquoi vous avez autant de mal à la quitter ? Si nous sommes convaincus qu'un changement est bon pour nous, pourquoi ça fait si peur de sauter le pas ? Spinoza dit que ce n'est pas qu'un manque de courage, et il développe le concept de conatus. Il dit « chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être ». La joie, l'amour auquel on s'accroche, la tristesse et la peur qui nous paralysent font pleinement partie de notre identité. Votre esprit, par réflexe de survie, cherche à maintenir ce qu'il connaît, même si c'est une souffrance. Si ce que nous sommes nous rend joyeux, nous sommes la joie. Si cela nous connecte aux autres, nous sommes l'altérité. Et si cela nous effraie, nous sommes la peur. Vous êtes vos pensées. Vous êtes l'image que vous choisissez d'être. Vos actions, ce que vous pensez influence vos actions le monde, et le monde peut vous influencer. On dirait bien qu'on est dans un cercle, vicieux ou vertueux, c'est à vous de choisir. Pourtant, l'humain préfère une douleur familière à une joie inconnue, car cette joie implique d'avoir le courage d'abandonner totalement son ancienne identité. Il est là le véritable courage. Accepter de lâcher une souffrance qui nous définit pour une liberté qui nous terrifie. Éprouver une souffrance est un sentiment, une sensation. La laisser agir et persévérer en nous, c'est un choix. Je ne dis pas non plus de renier la peur, car elle fait naître le courage. Je dis, faites le choix de laisser la peur vous traverser, mais pas de s'y installer. Vous êtes le maître de vos actions. Dès lors que vous n'êtes plus la proie à vos émotions, je le répète, vous êtes le maître de vos actions. Et l'artisan qui les façonne et les utilise, cela vous permet
de être l'architecte de votre propre réalité. Devenez ce que vous êtes, soyez ce que vous serez. De toute manière, vous êtes ce que vous devenez. Mais j'aimerais ajouter une chose. Lorsque vous êtes heureux, c'est très difficile aujourd'hui de faire le pas. Pourtant, c'est avant tout une histoire de courage, mais une histoire de s'affronter soi-même. Je sais pas où je vais actuellement. C'est vrai. J'ai eu peur et malgré le courage, j'ai un peu raté mon exercice. Je crois que peut-être, ou peut-être pas, vous vous en rendez compte. Et là, j'essaye de combler le temps, mais c'est pas grave. Je ne sais pas à combien je suis. Et j'essaye de rester naturel et de rester courageux. J'entends des rires, d'ailleurs. C'est assez frappant. Mais avant le rire, il y a le courage de venir se présenter devant vous et de rater complètement sa présentation. Merci à vous. Personne n'est venu ce soir dans l'idée de trouver le bonheur. Certains sont peut-être venus en se disant « Ce soir, je vais rencontrer ma dulcinée ». D'autres en espérant passer un bon moment, ou d'autres encore ont peut-être pensé comme moi « Ce soir, je viens pour gagner ». Mais si ce soir, vous n'êtes pas venu trouver le bonheur, je pense que vous faites erreur. Car le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Le bonheur est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Une destination, quant à elle, c'est un lieu vers lequel on se rend. Alors, si vous le voulez bien, faisons un exercice. Choisissez un lieu où vous rêvez d'aller. J'en suis convaincu, le lieu que vous venez de choisir, vous sauriez le placer assez précisément sur une carte. Vous savez exactement comment vous y rendre. Que ce soit en avion pour aller à La Réunion, en bateau pour visiter San Francisco, ou même à pied, si vous rêvez de pavaner dans les rues de Marseille, bébé. Mais si le bonheur était une destination, alors quelqu'un, parmi vous, devrait être capable de me montrer le chemin. Mais non, personne ici ne connaît la route à emprunter. Seulement une personne déroge à ma thèse, c'est ma grand-mère. Elle, j'en suis sûr, elle l'a trouvé. Chez elle, même le chat s'appelle bonheur. Ouvrons à nouveau le dictionnaire et prenons cette fois-ci le deuxième sens du mot destination. Une destination, c'est aussi la finalité de quelqu'un, le ce pourquoi il existe. Je vais vous parler d'un sujet que je connais bien. Moi. Quand j'étais au lycée, ma seule finalité n'était pas de regarder mes cahiers à longueur de journée. Ma seule finalité, c'était la natation. Alors, dans la saison 2022 à 2023, un seul objectif était dans ma tête. Me qualifier au championnat de l'Ouest de natation. Une compétition où l'accès est réservé à ceux qui réaliseront les temps de qualification. Ces temps, je les connaissais par cœur. Ces temps, ils étaient tous empilés dans une simple grille sur le site de la fédération. Je m'accrochais donc à un temps précis, une destination à atteindre. En l'occurrence, réaliser un 50 mètres papillon en 28 secondes et 39 centièmes. Une destination, c'est un endroit où l'on connaît la route empruntée. Une seule route pouvait donc m'y mener. L'entraînement. Alors, tous les soirs après le lycée, je retrouvais mes amis pour enchaîner les longueurs et peaufiner les moindres détails de ce 50 mètres papillon. Pour au moins avoir le droit d'y croire. Et un dimanche matin de mars, au beau milieu de la piscine de Bréquigny, me voilà accroché à mon plot pour aller chercher ce temps si important, avec finalement le bonheur à la clé. Le départ est donné, je plonge, je nage, je touche le mur de l'autre côté, et à mon plus grand désespoir, le temps affiché n'était pas le bon. 3 immenses centièmes de trop. Ce temps,
je me suis rapproché à 2 reprises dans la même journée. D'abord à 300e donc, puis 2. La déception était immense, pour cause des heures et des heures d'entraînement gâchées. Aujourd'hui, 2 ans ont passé, et ce temps, je ne l'ai jamais réalisé. Et en prenant du recul, je me suis rendu compte que le bonheur n'était pas derrière cette grille où je n'ai pas su trouver les clés. Mais ce qui a fait mon bonheur pendant toutes ces années, ce sont ces fins de soirée passées à baigner dans le chlore, toujours en quête de la médaille d'or. C'est de retrouver un groupe riche d'une certaine altérité qui me tirait toujours vers le haut. Finalement, le bonheur est fait de milliers de petits moments que l'on vit chaque jour, mais aussi de grandes réussites, qui donnent un tout comparable à une somme. Chaque instant, chaque effort compte comme un terme. Sans eux, le bonheur serait nul. Il faut donc avancer, jour après jour, sur ce même chemin, pour être sûr de ne pas s'y perdre. Parce qu'en réalité, le bonheur ne nous attend pas au bout du chemin, mais il se vit pas à pas. Ces 28 secondes et 39 centièmes m'ont toujours échappé. Mais j'ai pu, ce soir, 4 minutes durant, être heureux. Merci. Le temps de sourire aux étoiles, le temps de rire aux éclats, le temps de partager un repas qui réchauffe le cœur. Tous ces moments ne durent que l'espace d'un instant. Ils transforment l'éphémère en souvenirs chauds et réconfortants. Et pourtant, le temps ne supprime pas complètement la douleur. Il ne guérit pas instantanément, mais plutôt discrètement, patiemment, le temps que la pommade mise pénètre les couches de l'épiderme. Maintenant, je me le demande si vous le voyez, juste ici. Cet enfant, assis sur les bancs de l'hôpital, avec ses jambes trop courtes pour toucher le sol, et ses yeux tout ronds, remplis de curiosité. Autour de lui, des pleurs, des personnes en blouse blanche et un distributeur. Sa mère lui achète une barre chocolatée tous les jours. Cet enfant, c'est moi. Pendant les vacances d'été, j'ai à peine 10 ans. Chaque jour, accompagné de ma famille, nous faisions 1 heure de route pour voir ma sœur qui était malade. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Comment était-elle arrivée à ce stade où même porter une bouteille d'eau était trop difficile pour elle? D'ailleurs, je n'oublierai jamais ce que le médecin nous a dit ce jour-là. Disant mot pour mot, nous l'aurions emmenée un jour plus tard, elle ne serait plus là. Mais à 10 ans, on ne comprend pas tout. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a tué pendant longtemps cette phrase du médecin. J'étais inquiet, bien sûr, mais je continuais d'observer autour de moi. Je me souviens des infirmiers, toujours pressés. Je me souviens du bruit que faisaient les machines. Je me souviens de la chaleur de ce rayon de soleil qui venait se poser sur mon épaule, dans le silence de la salle d'attente. Les jours là-bas étaient à la fois semblables, mais aussi différents. Il y avait des hauts et des bas. Et moi, sans le savoir, j'apprenais la patience. Le temps là-bas ne se comptait plus en heures ou en jours, mais en petits signes d'amélioration. Nous guettions chaque sourire, chaque rire, chaque signe de rétablissement. C'est tout cela qui nous était précieux. Alors non, le temps n'est pas une pilule qui nous guérit comme par magie, mais comme un baume apaisant qui a la vertu de reconstruire et d'apporter un peu de lumière à l'ombre. Le temps transforme les blessures en souvenirs, les souvenirs en leçons, et ces leçons en une force nouvelle née de l'altérité, de cette rencontre entre la fragilité et la différence. Je peux comprendre qu'on puisse le détester, l'accuser, le haïr de ne pas aller assez vite. Mais c'est pourtant dans ces instants-là qu'il travaille le plus. Alors oui, le temps ne fait pas tout seul, mais sans lui, rien ne se fait. Il n'efface pas qui l'on est, il nous forme, rend les cicatrices plus belles et nous apprend, même après l'avoir trouvé injuste. Et c'est peut-être là son véritable pouvoir. Le temps n'est pas le remède, mais son chemin, car c'est lui qui nous apprend à garder la tête haute, même quand tout va mal. Car guérir, ce n'est pas oublier ce qu'il s'est passé. Guérir, c'est continuer d'avancer en gardant en tête ce qu'il s'est passé. Parce que c'est en avançant, même doucement, qu'on réalise que l'on change. Que chaque jour n'est pas simplement un jour de plus, mais un pas de plus. Un pas qui prouve que l'on tient toujours debout. Et qu'au milieu de tout cela, on peut encore sourire, on peut encore rire, on peut encore espérer. Une fois que tu auras compris ça, il n'y a plus rien à faire. Une fois que tu auras compris ça, il n'y aura plus rien à faire. Penser les plaies, changer les pansements.
Le seul remède, c'est le temps. Il se levait un beau matin, mais au lieu d'aller acheter sa baguette de pain comme le ferait n'importe lequel de nos voisins, lui était du genre plus fin. Il avait des goûts que certains jugeraient avec dégoût. Pourtant, pour lui, c'était cela la vie. Se lever, puis aller enquiller son verre de whisky. Oh oui, qu'elle était belle la vie. Se lever et avant même de s'étirer, directement s'abreuver du premier verre de la journée. Et puis, à peine le pas de la porte passé, la première bouffée d'air inspirée, qu'il pensait déjà au prochain verre de la journée. Un prétexte, il ne mettait pas beaucoup de temps à en trouver pour avoir l'occasion d'en siffler. Pour s'encourager avant de débuter une bonne journée ou pour se féliciter après l'avoir passée. Beaucoup le jugeaient, certains le condamnaient, mais peu le comprenaient. En effet, ce qu'il aimait était pour son corps une véritable maladie, bien pire qu'une insomnie. Mais si on lui demandait ce qu'il aimait, oh que oui, je vous le dis, il vous répondrait son verre de whisky. Jamais, jamais il n'oserait le penser. Alors imaginez le prononcer. Prononcer que ce simple verre servi de bon matin était de trop entre lui et sa vie. Pour lui, le verre de trop n'existait pas. S'en détacher, je vous rassure, il y avait déjà pensé. Mais t'imaginer, traîner au-delà de son palier, ce lourd poids et lutter, rien que d'y songer, il avait déjà abandonné. Si Sisyphe avait la même volonté, longtemps que la pierre aurait fini de rouler. Plus le temps passa, plus ce poids l'écrasa. À force de traîner ce fardeau devenant chaque jour un peu plus lourd, il finit par véritablement y songer, tout arrêter. Après tout, que la vie serait plus simple et plus douce. Fini la dépendance, fini l'errance, ses enfants connaîtraient un vrai père avec ses propres repères. Alors, il prit tout son courage et sa volonté. Ses manches il retroussa, d'un tabouret il s'empara, à son cou la corde il enroula. Mesdames et messieurs, cette histoire que je vous ai contée, en plus d'être celle d'un homme désespéré, est celle d'un homme qui vivait de trop, voulait tout en trop gros, au point d'en mourir trop tôt. Tout cela à cause de sa routine, métro, boulot, bistrot. Nombreux sont ces hommes qui vivent de trop, qui ne peuvent se contenter de peu, qui luttent pour se libérer de leurs passions, qui sont comme un poison que nous nommons addiction. Chaque jour est pour eux un combat que nul ne voit, un combat où l'adversaire est coriace, tenace, au point de nous en faire perdre la face. Ils ont beau lutter et essayer de s'échapper, leur trop ne cesse de les rattraper. Il est pour eux leur personnalité, leur permettant de vivre, de ressasser un passé qui s'est déjà évaporé. Pour eux, cela n'est pas un jeu comme dans nos cours de récré, mais bien une prison dans laquelle ils sont enfermés, avec pieds et mains liés. Alors, mesdames et messieurs, si nous voulons les aider à se libérer de ce trop, plutôt que de les juger, de rejeter leur altérité, il faut les embrasser. Cessez de les calomnier pour mieux les écouter. Ils pourront alors commencer à se réveiller sans se demander quand sera le premier verre de la journée. Silence. On croit qu'il n'y en a qu'un, une absence, un vide, qu'il faut s'empresser de combler pour ne pas sombrer. Pourtant, il a 1000 visages. Il y a le silence délivrance, ce rempart nécessaire contre le fracas du monde et nos vies que l'on noie sous les mots. Il y a le silence vérité, celui qui nous déshabille, qui fait tomber les masques et nous laisse à nu. Il y a le silence lien, cet espace invisible, ce langage commun qui nous unit sans discrimination. Le silence n'est pas étranger à la parole, il en est l'inspiration. Le silence est une délivrance contre le bruit.
Ce bruit qui ne s'arrête jamais, même lorsque vous le suppliez, restant à vos côtés, sans jamais disparaître. Ces murmures, ces chuchotements, ces paroles, ces cris, ces hurlements, ou encore ces bruits du quotidien, comme votre réveil tous les matins, la machine à café à 10h, ou encore les bruits des notifications pour vous apprendre cette merveilleuse nouvelle ou que la planète est en deuil pour ses enfants. Le bruit est strident, assourdissant et incessant, à tel point que le silence en devient inconfortable, car il nous fait découvrir une nouvelle chose, le repos. Alors, nous fuyons ce silence, car il nous terrifie, puisque nous n'aimons pas découvrir de nouvelles choses. Mais le silence n'existe pas seulement pour faire taire ce bruit. Ce n'est pas seulement là l'intérêt que le bruit se cesse. Le silence, c'est également ces masques. Ces masques qui tombent pour laisser place à la réalité, comme ce voile qui, jusque-là, avait caché ce musée intime où chacun erre parmi ses propres galeries, prisonnier de cette version de nous-mêmes que nous avions étouffée. Ou encore, comme ces rôles que nous essayons d'arrêter désespérément, ces rôles que nous avons appris par cœur, ou encore ces rôles qu'on nous a imposés, que la société nous a imposés, ou alors ceux qu'on a choisis par habitude parce que c'était beaucoup plus simple. Et alors, une fois que nous cessons ces rôles, la pièce de théâtre prend fin. Pourtant, le silence est aussi humain que vous et moi, car c'est ce moment où nous abandonnons nos masques, où l'on accepte de laisser ces rôles de côté, où l'on se redécouvre, où on laisse place à la vérité. Et cette vérité, on la regarde droit dans les yeux dans ce miroir. Et c'est ce qui nous terrifie, de regarder au plus profond de nous et d'admirer cette version de nous-mêmes que nous souhaitions échapper. Le silence, c'est peut-être ce lien qui n'a besoin d'aucun mot, mais peut-être juste un simple regard qui suffit pour tout nous dire, pour tout comprendre. Le silence est un moment de pur partage, où les émotions n'ont plus besoin d'être expliquées, justifiées, décortiquées. Le silence laisse place également à ce langage que nous avons tous en commun, ce langage qui nous réunit tous, peu importe qui nous sommes. Le silence, c'est également ce moment où on remarque qu'il reflète nos ressemblances et nos différences, tel un lien qui nous unit, sans nous juger, voire même nous discriminer. Un lien qui nous unit tous, un lien qui est si précieux parce qu'il est également le reflet de l'altérité, de l'autre dans sa différence, de l'autre que l'on accepte. Alors le silence ne nous isole pas, il nous réunit avec nous-mêmes et avec les autres avant tout. On ne fuit pas le bruit, on cherche le silence. On n'invente pas la vérité, on l'écoute. On ne conquiert pas l'autre, on l'accueille. 3 silences, une seule exigence, celle d'être enfin présent. Les 3 finalistes, les 3 nominés par le jury sont Erwan Flagel,
Clara Grosset. Et pour finir, Kylian Jumper-Stremel. Cher public, cher jury, vos voix ont été entendues. Grâce à votre réponse à notre questionnaire, nous pouvons établir un top 3. Dans la 3e position, nous retrouvons Clara Grosset. Pourquoi accepter que votre site soit régulièrement indisponible? Un grand merci à la biscuiterie de Carlan ainsi qu'au Cinéville de Vannes pour ces cadeaux. Concentrez sur votre activité. Avec l'hébergement web Yonos, vous bénéficiez de performances optimales, de 3 fois plus de vitesse et d'une disponibilité maximale pour votre boutique en ligne, le tout au meilleur prix. Mais pourquoi attendre? À présent, Essayez gratuitement. il ne nous reste plus que 2 candidats. Partenaire digital. Ils se sont battus, ils ont donné de leur voix, de leur courage, mais il a fallu faire un choix. Dans la 2e position, nous retrouvons Erwan Flagel. Nous remercions la biscuiterie de Carlan ainsi que le Speed Park pour ces lots pour notre 2e lauréat. L'impatience est à son comble. Nous ne savons pas qui est le premier. Kylian Jumper-Stremel. Reste à côté de lui pour que je dise merci au RCV. Comment? Reste à côté de lui, je dis merci au RCV et à toi-même. Tu lui dis de faire un petit mot. Ok. Un grand merci à la biscuiterie de Carlan ainsi qu'au RCV. Reste, on va voir. T'as un petit mot à dire ou pas? Non. Non? Sûr? Ouais, sûr. Absolument sûr? Un petit mot peut-être pour le gagnant? Bonsoir à tous. Déjà, donc merci beaucoup d'être venus. J'ai vraiment adoré ce qui s'est passé. Moi, c'était un rêve pour moi de faire un concours d'éloquence. J'y pensais depuis le lycée. Donc, je suis vraiment content d'être là. Merci à vous d'avoir voté. Merci à vous d'avoir écouté. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine fois. Merci à tous. Évidemment, je suis fier de tous mes camarades qui ont pu participer avec moi. Je pense qu'on est tous fiers entre nous. On a tous tout donné. Donc, je suis fier de tout le monde et belle expérience avec vous en tout cas. Pour conclure ce magnifique événement, nous tenions d'abord à remercier chaleureusement tous les candidats. Peu importe le résultat final, chacun d'entre vous a relevé un défi exigeant, celui de défendre des idées, de faire parler les mots. Nous vous accueillons donc à monter les marches et venir sur scène. Et qui ? Merci.